Et bonjour, nous revoilà pour cette nouvelle vidéo sur Voidfall. Sur la première vidéo, vous avez vu la grande présentation du jeu. Sur la deuxième vidéo, il y avait la mise en place complète du jeu. Sur la troisième vidéo, j'ai expliqué toutes les règles importantes pour pouvoir jouer complètement compétitif. Et les règles maintenant que l'on va voir aujourd'hui pour jouer en coopératif ou en solo sur Voidfall, ça reprend toutes les règles du mode compétitif, donc allez voir la vidéo précédente. Et sur cette vidéo, on voit les points précis pour jouer comment on joue l'IA, donc l'intelligence artificielle, comment on joue le néant quand on joue en solo ou en coop, et quelles sont les petites différences, enfin les ajouts plutôt, parce que c'est que des ajouts, sinon ça reprend toutes les règles de la vidéo précédente que je vous invite à aller voir, et je vous invite évidemment à vous abonner, à mettre un petit j'aime et à mettre un petit commentaire. Donc du coup, si vous jouez en solo et en coopératif, en plus de la vidéo précédente, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors au niveau de la mise en place, j'avais déjà expliqué. Donc on avait fait la mise en place où j'expliquais une mise en place sur le solo ou le coop, c'est pareil. Globalement, le solo et le coop se jouent de la même façon. La différence, c'est que vous allez avoir en plus des tuiles refuge et qu'évidemment vous allez jouer tout seul contre le néant. Mais sinon, ça se joue à peu près de la même façon. C'est juste des cartes qui vont être différentes. Donc quand j'expliquais la présentation générale, vous allez avoir en solo ou en coop des cartes que l'on n'a pas quand on joue en compétitif. Si vous jouez en solo, vous allez avoir ce qu'on appelle les cartes héroïques. Donc les cartes héroïques qui sont ici, et donc à la phase A, la phase de mise en place, on nous dit bien, ici en fait en dessous, on va mettre des cartes héroïques. Donc là j'en ai mis 3 au hasard, donc ils sont ici. Ces cartes héroïques, qu'est-ce qu'elles font de spécial? Et bien tout simplement, quand on va jouer de notre main une carte qui correspond à la carte héroïque, supposons par exemple j'ai la carte héroïque, que je joue une carte renfort, et bien la carte renfort, au lieu de jouer la carte que j'ai de ma main qui est une carte de base, je peux décider de la défausser, de la mettre sur mon plateau, et de jouer à la place la carte héroïque renfort qui est ici, qui est beaucoup plus forte. Donc dans ce cas-là, je ferai les effets de cette carte-là, la carte héroïque, donc pour jouer en solo. Et une fois que j'ai fait ça, je la défausse, et après il m'en restera plus que 2 sur le cycle en cours. Donc ça veut dire que sur un cycle, vous pouvez jouer au maximum 3 cartes héroïques, à condition de défausser de votre main une carte qui correspond à la carte héroïque proposée. Donc sachant que vous les mélangez, et à la mise en place, vous en avez 3 au hasard. Au deuxième cycle, vous allez les enlever s'il en reste, et vous en remettrez 3 au hasard, mais il n'y aura pas évidemment les 3 que vous aviez là, c'est fini, vous les aurez plus. Et au troisième cycle, rebelote, on prendra les 3 dernières qui n'étaient pas mises, et on les mettra ici. Évidemment, la mise en place, j'ai expliqué qu'il y en avait une qu'on ne pouvait pas mettre au premier cycle, mais en gros, quand on joue en solo, la différence par rapport au coop, c'est la seule différence, c'est qu'on va avoir des cartes héroïques, alors que en coopératif, on va jouer avec les cartes du coup qu'on appelle conjoints. Donc voilà, donc là c'est des cartes qui sont très fortes, qui vous permettent quoi? Qui vous permettent de scorer, qui vous permettent d'enlever des cartes de votre plateau crise, puisqu'on va parler du plateau crise, parce que c'est vraiment le plateau en plus en solo et en coop. Et sinon, si vous, c'est ce qui va vraiment faire la différence. Et puis, ça vous permettra peut-être aussi d'enlever des gardiens. On y viendra tout à l'heure, mais en gros, vous avez aussi des actions qui vous permettent d'enlever des gardiens ou des tuiles secteurs ou des gardiens qui pourraient vous pénaliser sur votre plateau crise militaire ou économique. Voilà, donc ça, nous avons en solo des cartes héroïques à mettre en début de partie, et si jamais vous jouez en coopératif, et ben du coup tout simplement vous mélangez et vous allez mettre à la place 3 cartes coopératives, et c'est de la même façon, c'est-à-dire qu'on peut jouer une carte qui correspond à la carte conjoint coopérative, et si on la joue, on défausse notre carte et on joue la carte qui est proposée dans le panel, et après elle sera défaussée. La différence, c'est que quand vous jouez des cartes conjoints en coopératif, souvent ça fait jouer aussi vos alliés. Donc c'est super, votre allié va pouvoir faire une action, ou les deux actions, ou vous allez faire une action et votre allié aussi. Enfin bref, vous avez comme ça de l'interaction entre les joueurs, puisque vous allez donner la possibilité à votre allié, ou vous plus votre allié, de faire une ou des actions. Donc c'est très très intéressant en coop, et dans ce cas-là, toujours pareil, c'est comme en solo, vous avez 3 cartes possibles, quand vous en avez joué une, vous ne pourrez plus la jouer pour toute la partie, et à la fin du cycle, vous en aurez 3 nouvelles, et vous enlèverez celles que vous avez de disponibles. Je ne vais pas vous revenir dans l'iconographie, mais là c'est pareil, en gros ça vous dit, voilà, c'est où vous faites une action et votre allié fait une autre action, ou alors vous et votre allié font l'action qui est proposée, donc c'est vraiment, ou alors on enlève un gardien par exemple, donc c'est vraiment enlever un gardien, c'est j'enlève un gardien d'un secteur, ou de mon plateau crise que j'avais pas
en compétitif. Voilà, donc la grosse différence, c'est ces fameuses cartes héroïques ou conjoints que vous allez mettre ici et que vous pourrez jouer sur votre tour de jeu à la place d'une de votre carte de votre main, avec les mêmes iconographies, etc. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le but du jeu, c'est d'avoir autant ou plus de points à la fin du 3e cycle que le néant. Autant ou plus. Quand vous êtes solo, c'est juste vous, mais si vous êtes à plusieurs en coopératif, il faut que chaque joueur ait autant ou plus de points que le néant. Donc autant vous dire qu'attention, c'est pas facile, il va falloir se creuser les méninges. Alors, qu'est-ce qui se passe en plus de ce qu'on a vu comme règle quand vous jouez en solo ou en coopératif? Donc solo coopératif, la seule différence, je vous ai dit, c'est ces cartes-là, héroïques ou conjoints que vous mettez là, et on va avoir l'étude refuge, on y reviendra tout à l'heure, l'étude refuge c'est que en solo. Voilà la différence du solo et du coopératif, sinon c'est exactement pareil. Ces cartes qui changent et les refuges que vous avez quand vous jouez en solo. À la mise en place, on a fait une pile de cartes alertes qu'on a mélangées en fonction de la difficulté. Ces cartes alertes, on va en tirer une par manche. Donc ça veut dire, au premier cycle, on a créé en fonction de la difficulté, on a créé la pioche alerte. Et du coup, on a notre pioche alerte pour le premier cycle. Et on va en piocher une à chaque manche. Donc du coup, si je suis en coopérative, qu'est-ce qui se passe? Première manche, hop, je tire une carte alerte et je vois que tous les joueurs qui feront leur action de cette première manche auront une carte crise à résoudre, chacun de niveau 1. Quand on aura fini la première manche, on retirera avant le début de la deuxième manche une deuxième carte alerte. Et en fonction de si c'est une situation niveau 1, niveau 2, niveau 3, si c'est niveau 2, on prendra ici. Si niveau 3, c'est ici. Si c'est une carte guerre, on le verra tout à l'heure. Mais en gros, à chaque début de manche, on tire une carte alerte. Donc si jamais vous jouez en coopératif, vous tirez une carte alerte et chaque joueur va jouer à son tour sur cette manche et à chaque fois avant de jouer son tour, il tirera une carte crise qui correspondra au niveau d'alerte. Une fois que la manche est terminée, on retire une carte alerte et c'est reparti en fonction de son niveau. On va prendre une carte grise avant de jouer à chaque fois son tour. Quand vous jouez en solo, du coup, votre manche c'est qu'une seule, la manche c'est qu'une seule carte. Donc à chaque fois, quand vous jouez en solo, c'est vous tirez une carte alerte et vous prenez une carte crise. Et après, du coup, quand vous êtes seul à jouer, après du coup c'est la manche 2. Donc du coup, vous allez retirer une carte alerte et à nouveau une carte crise. Alors que quand vous êtes en coop, du coup, vous allez tirer une seule carte alerte et après une carte crise par joueur avant de passer à la manche suivante où on va retirer une carte alerte. J'espère que j'ai été clair. Donc là, on suppose on a mélangé, on dit bim c'est parti, on commence à jouer à la phase 2, la phase A qui est la phase de préparation et avant de commencer nos actions, au début de la manche, donc on tire une carte alerte. Et là, j'ai un niveau 1. Donc du coup, si je suis en solo, c'est mon premier tour de jeu, la première manche, j'ai tiré ça et je vais prendre une carte de niveau 1 qu'il faudra que j'essaie de résoudre sur mon tour de jeu. Donc là, j'essaie de résoudre cet effet-là ou les effets qui sont sur mes cartes permanentes, parce que je peux aussi essayer de résoudre celles qui sont déjà sur mon plateau crise, qui est vraiment le plateau coop. Donc là, ça me dit, après avoir fait une installation, je peux décider de descendre la population de 1 du même secteur où j'ai mis l'installation, et dans ce cas-là, je défausse cette carte avant qu'elle arrive en permanent. Voilà, donc ça, sur mon tour de jeu, je peux essayer de faire ça. Si sur mon tour de jeu, je l'ai pas fait, je prends ou le malus qui me dit, par exemple ici, sur cette carte-là, je désactive un cube si je peux le faire. Et si je veux le faire, si je peux pas le faire, tant pis. Et dans ce cas-là, si je le fais cet effet-là, j'enlève aussi la carte, je la défausse. Si par contre j'ai pas réussi à résoudre son effet et que j'ai pas l'option pour pouvoir la défausser, le malus, dans ce cas-là, elle arrivera en carte permanente. Si c'est bleu et rouge, je peux la mettre ou en militaire ou en économique. Si c'est que rouge, je le mets en militaire. Si c'est que bleu, je le mets en économique. Elle arrive toujours le plus à gauche, ça veut dire que je décale la carte qui était la plus à gauche, je décale toutes mes cartes vers la droite et je mets la nouvelle carte le plus à gauche par ici, tout simplement. Si jamais j'ai déjà le maximum en économique et que je dois remettre une carte en économique, qu'est-ce qui se passe? Du coup, je vais devoir placer une carte malgré tout à gauche et la carte la plus à droite, je vais la sortir. Et si je sors une carte de cette façon-là, je serai obligé de prendre un jeton catastrophe. Les jetons catastrophes, je peux en avoir jusqu'à 3 en solo ou coop. Si j'en ai un 4e, je perds la partie.
Attention, ça donne 20 points en plus d'influence à la fin de la partie pour chaque jeton catastrophe au néant. Donc attention d'essayer de ne pas avoir de jeton catastrophe. Donc voilà, donc du coup j'essaye sur mon tour de la résoudre. Supposons que j'ai pas réussi à la résoudre et que je veux pas faire son effet négatif de fin. Dans ce cas-là, je la mets en permanent, je décide de la mettre en économique, je décale ça là, je mets ça ici. Et si je joue en coop, et ben du coup, on est toujours sur la même manche, il y a un nouveau joueur qui va repiocher une carte crise de niveau 1, parce qu'on est sur la même manche, et on va faire comme ça pour tous les joueurs. Et si jamais je joue en solo, bah du coup, je fais une nouvelle manche de mon cycle en cours, donc dans ce cas-là, je repioche à nouveau une carte alerte, supposons que c'était une niveau 2, et ben du coup, hop, supposons que nouvelle manche c'est niveau 2, et ben dans ce cas-là, à mon tour de jeu, je vais mettre une carte grise de niveau 2. Voilà. Là, pareil, sur mon tour de jeu, j'essaye de la résoudre, si j'ai envie. Si je peux, ben, je la défausse. Sinon, je fais son effet négatif pour la défausser. Ou sinon, elle arrive ici. Là, c'est que une carte économique, elle est bleue. Je suis obligé de la mettre en bas. Hop, dans ce cas-là, ça serait ici. Si j'ai pas pu faire son effet avant pour l'enlever, ou si j'ai pas pu faire le malus pour la défausser de fin. De la fin de mon tour, voilà. Dans ce cas-là, je la mets là. Donc c'est un choix, hein. C'est où je fais ça pendant mon tour, et puis voilà. Ou alors je décide de faire l'effet négatif, et dans ce cas-là, je la vire, ou alors je la mets en permanent. Voilà. Ou alors je la vire complètement avec un jeton catastrophe. Mais ça, c'est pas cool. Voilà, donc ça, c'est sur mon tour. Et puis une fois que j'ai fait toutes les manches de mon cycle, qu'est-ce qui se passe quand je passe à un nouveau cycle? Je reconstitue une pioche alerte en fonction de ma carte ici, au cycle 2, je fais ma pioche alerte, et je garde, en plus des nouvelles cartes alertes, je vais garder les cartes alertes qui n'auront pas été utilisées, donc ça va ragrandir la pioche, et c'est reparti après pour le cycle 2 et le cycle 3. On voit qu'en intermédiaire ou en difficile, ça se peut qu'on mette en plus, en intermédiaire là du coup, et on ne met pas de gardien, mais au troisième cycle, en intermédiaire, on va mettre en plus un gardien sur mon plateau. Donc du coup là ça peut être pénible. Donc là même en difficile on va mettre un gardien même au deuxième cycle. Les gardiens ça fait quoi? Ben du coup si jamais il y a un effet de jeu où la carte de mise en place vous dit qu'on met un gardien, ben ça vous monopolise la place ou en économique ou en militaire, et donc ça veut dire que vous avez une place de moins pour mettre des cartes permanentes, et donc vous risquez plus d'avoir des jetons catastrophes. Donc attention, si vous mettez des gardiens, vous avez moins de place. Évidemment, vous avez des effets pour défausser les gardiens pour avoir de nouveau des places. Si vous avez, sur votre tour de jeu, si vous avez les prérequis, évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire que la carte qui est en cours, la carte alerte en cours, la carte crise, pardon, vous pouvez très bien aussi essayer de faire les effets d'une des cartes qui sont sur votre plateau crise pour pouvoir les défausser. Par exemple, je dis bah tiens, je vais essayer de faire cet effet-là. Donc dans ce cas-là, si j'arrive à faire son action, eh ben je la valide et je peux la supprimer de mon plateau crise. Mais dans ce cas-là, pour le coup, une fois qu'elle est en permanente, il faut réussir à faire l'effet qui est marqué dedans. Donc là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, par exemple les installations. Ou alors là, avant de récupérer une carte commerce, je dois dépenser 2 de crédit. Si je le fais, boum, sur mon tour, je peux l'enlever. Et dans ce cas-là, hop, j'enlève cette carte-là. Donc, en gros, sur votre tour de jeu, vous allez pouvoir résoudre la carte qu'on appelle la carte crise en cours ou les cartes crise permanentes. Donc vous allez avoir tout plein de possibilités à faire, que ce soit en solo ou en coop, ça marche de la même façon, et petit à petit comme ça vous allez en rajouter. Donc à vous de gérer vos cartes militaires et vos cartes économiques et essayer de faire en sorte de faire les prérequis pour pas que ça se remplisse et que vous soyez obligé de du coup de perdre la partie s'il y a 4 jetons catastrophes. Donc vous voyez, c'est très très bien pensé, c'est très intéressant, cette intelligence artificielle, je trouve qu'elle marche très bien. Voilà. Ensuite, ça, donc c'est comment ça fonctionne à chaque fois. Et donc ça, c'est les cartes situation au niveau du niveau 3, mais ça peut être aussi une carte guerre. Qu'est-ce qui se passe si en début de manche, on pioche une carte guerre? Et ben du coup, à la fin de votre tour de jeu, donc à la fin de votre tour de jeu, donc ça c'est chaque joueur qui doit le résoudre à la fin de son tour de jeu. Hein. Donc supposons que ça soit la carte alerte de la manche en cours, et ben dans ce cas-là, si c'est cycle 1, je dois faire ça, si c'est cycle 2, je dois faire ça, ou cycle 3, je dois faire ça. En gros, je vous le montre ici. Ah, mais en gros, si vous n'avez pas une situation, vous avez une carte guerre, il n'y en a pas beaucoup, mais si vous tombez dessus, vous n'avez pas trop de bol. Et ça dit quoi? Ça dit que du coup, vous allez devoir, à la fin de votre tour, vous allez devoir faire ce qui est marqué là, si en cycle 1, cycle 2 c'est ça, cycle 3 c'est ça. On revient là-dessus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de mon tour de jeu, en gros, le néant va m'attaquer. Et il va m'attaquer
avec quoi? Il va m'attaquer avec une force de valeur, là par exemple sur la carte c'est marqué une force de valeur 1, moins 1, parce que c'est une carte facile, mais au cycle 2, ça sera, par exemple, il va mettre une installation sur un secteur du néant. Et au cycle 3, ça va être plus 1 à la valeur du néant. La valeur du néant, je vous rappelle que c'est vos corruptions que vous avez sur votre plateau, plus, si vous êtes au niveau 2, au cycle 2 ou cycle 3, plus 1. Donc du coup, en gros, ça donne des bonus, ou des malus, mais plutôt des bonus au néant, qui va vous attaquer à la fin de votre tour. Ça, c'est vous avez une carte guerre. Donc quand il y a une carte guerre, malheureusement, le néant vous attaque à la fin de chaque tour de joueur, et pas que à la phase C, qu'on appelle la phase d'évaluation. Et du coup, il vous attaque à chaque fin de tour de joueur, donc attention, et ça vous dit, voilà, s'il a un bonus ou un malus, c'est ce qu'il fait. Donc ça, c'est la carte guerre, et en plus de ça, quand on a résolu ça, il va vous attaquer de la valeur qui est marquée sur cette carte, plus la valeur de l'emplacement vide le plus à gauche par rapport aux cartes qui sont déjà mises. Ça veut dire que là, par exemple, j'aurai moins 1, mais comme j'ai une carte, ça me dit que je regarde donc l'emplacement vide à côté de ma carte, et ça me dit que j'aurai plus 1 en valeur du néant. Ça veut dire que supposons que vous ayez des cartes partout en guerre ici, et ben si jamais en fin de tour on m'attaque et que je suis au cycle 3, ça me dit que le néant il gagne plus 1 en cube d'attaque, et là plus 4 si jamais j'avais tout ça qui était rempli et qu'il n'y a que le dernier qui n'est pas rempli. Donc il y aurait plus 4 plus la valeur de la carte ici, donc plus 1 ça ferait qu'il aurait plus 5 plus sa valeur de corruption, et plus si on est au cycle 3 plus 1, donc il aurait plus 6 plus la valeur de corruption, autant vous dire qu'il peut nous tataner. Donc attention, quand vous vous faites attaquer par une carte guerre à la fin de votre tour, vous regardez ce qui est marqué par rapport au cycle sur la carte guerre, plus ce qui est marqué sur l'emplacement vide le plus à gauche. D'accord? Et une fois que vous avez résolu ça, en plus de ça, vous devez payer sur le côté économique, vous devez payer les ressources demandées à la fin de votre tour. Si jamais vous ne pouvez pas les payer, vous perdez 3 d'influence par ressources que vous n'avez pas pu payer. Voilà, donc ça c'est comment fonctionne vraiment le néant quand vous jouez en solo ou en coop. Pour chaque manche, la carte alerte, et pour chaque tour de jeu de joueur, une carte crise qui est piochée en fonction de la carte alerte. Et si c'est une carte guerre, on ne pioche pas de carte grise, on résout le combat du néant à la fin de votre tour de joueur, à chaque fin de tour de joueur. Donc sur cette manche-là, tous les joueurs devraient à la fin de leur tour, de chaque tour respectif, résoudre l'attaque du néant. Et en plus de ça, quand vous êtes en étape C, donc quand vous avez fini toutes vos manches du cycle en cours, le néant va vous attaquer, et il va vous attaquer avec une valeur additionnée par rapport, encore une fois, à l'emplacement le plus à gauche. Donc ça veut dire que là, vous allez avoir le néant qui va taper plus fort en phase C, en fonction de combien il y a de cartes militaires qui sont déjà placées. Vous aurez un bonus pour le néant supplémentaire. Donc autant vous dire que ça pique et que ça fait mal par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comment fonctionne le plateau en solo et en coop. Et en plus de ça, qu'est-ce qui va se passer? Donc du coup, le néant, en fin de jeu, à la fin du cycle 3, va gagner des points, c'est marqué ici. Il faudra faire égal ou supérieur au néant, je vous ai expliqué en début de vidéo, en solo et en coopératif, c'est chaque joueur doit faire égal ou supérieur au néant dans ses points d'influence. Le néant va gagner des points si jamais vous avez en solo pas récupéré les refuges, il va gagner 20 points, 20 points par carte catastrophe, 10 points par gardien qui est ici ou sur le plateau, 5 points par carte consumée de technologie, parce qu'il peut consumer les cartes, 5 points par carte crise pas résolue, 3 points par carte neutre, donc de déchu, de civilisation déchue que vous n'avez pas attaqué, 2 points il va gagner par corruption sur le plateau, et 1 point par secteur qui appartient au néant, où il a un jeton flotte par point de population. Donc supposons que ça lui appartient, qu'il a un jeton flotte et qu'il a une population de 3 sur son secteur, et ben du coup il gagnera 3 points pour ce secteur-ci d'influence. Donc autant vous dire, ça, tous ces points-là, il va les scorer, plus de base en facile 60 points, plus de base en intermédiaire 100 points, ou 140 points de base en difficile. Donc autant vous dire que c'est du coup c'est pas évident. Et je vous disais tout à l'heure, voilà, en plus il y a l'histoire de jetons catastrophe, s'il y en a 4, vous perdez la partie, et à chaque fois que vous mettez un jeton catastrophe, par contre, le petit avantage, on va dire juste, c'est que vous enlevez une corruption, ou vous gagnez 5 ressources de votre choix pour les joueurs, pour chaque joueur.
Voilà, ça c'est pour le coop, et c'est comme ça que ça se joue, en plus évidemment des cartes que vous avez en début. Si vous jouez en solo, la différence que vous avez en plus, c'est que vous avez des refuges qui sont à l'installation. Donc là par exemple sur cette installation solo, j'ai 2 refuges. Les refuges, comment je fais pour arriver à les résoudre? Et ben du coup il faut que il y a 3 possibilités, ou je fais ce qu'on appelle une surproduction. Si je surproduis 2 fois sur un tour, surproduction, ça veut dire que je dois gagner des ressources, mais je suis déjà au maximum de mes ressources. Je surproduis. Si je le fais 2 fois sur mon tour, et ben j'ai le droit de mettre un petit cube de mes cubes qui sont inactifs. Je les mets sur un emplacement du refuge libre. Mais c'est ceux qui sont inactifs. Hein. Et si jamais vous n'en avez pas en inactif, vous pouvez les prendre en actif. Et si vous n'en avez pas en actif, vous pouvez les prendre du plateau. Donc je mets là. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben du coup, quand j'arrive à faire quand je résous complètement une tuile refuge, là par exemple j'ai 2 emplacements, si j'arrive à les résoudre complètement, et ben je vais gagner un bonus. Donc pour la résoudre, pour lui mettre un marqueur, il faut que je surproduise 2 fois, ou alors que j'arrive à niveau 4 sur une piste de civilisation, ou alors que j'ai un secteur où j'ai 6 de population qui ne soient pas corrompus, et où j'ai 3 guildes sur le secteur. Et dans ce cas-là, je peux aussi mettre un cube sur le refuge. Donc c'est les 3 paramètres possibles pour pouvoir, 1, 2, 3, pour pouvoir mettre un cube dessus. Et donc de la zone inactive, c'est ce qui est marqué en petit en haut à gauche. Si jamais j'ai rempli complètement, il peut y avoir que 2 zones, ça c'est en facile, il n'y en a que 2, mais ça peut être 3 ou ça peut être 4 cubes à mettre pour résoudre le refuge, ça dépend de la difficulté. Une fois que j'ai mis tous les cubes nécessaires pour résoudre le refuge, je gagne le bonus, c'est-à-dire où j'enlève une corruption, ou alors j'enlève un gardien, donc d'ici, hein, ou alors je gagne 3 ressources de mon choix, ou alors je déploie 2 cubes, c'est le bonus que je gagne quand je réussis à faire un refuge. Si jamais il reste des refuges en fin de partie qui sont pas résolus, et ben du coup il gagne, je vous ai dit, 20 points par refuge. Voilà, donc c'est chaud. Et si jamais il a encore une tuile comme ça, là, les grosses tuiles pas spécifiques, là, les tuiles spéciales du néant, là, et ben s'il les contrôle encore, il gagne aussi 20 points. 30 points, pardon. Donc il faut pas qu'il contrôle ça. Donc il faut vraiment éliminer ça. Si j'élimine pas cette tuile et que je la contrôle pas, c'est une tuile spécifique, il gagne 30 points en plus. Voilà, donc ça c'est les refuges par rapport au solo, et voilà comment fonctionne ce mode de jeu qui reprend exactement toutes les règles du compétitif, mais qui permet d'avoir vraiment un module très intéressant en solo ou coop. Voilà, si vous avez vu toutes les vidéos précédentes, moi je trouve le jeu vraiment beaucoup plus intéressant en solo et coop qu'en compétitif. En compétitif, je trouve qu'il y a mieux dans D4X pour X raisons que je vous indiquerai sur une prochaine vidéo. Est-ce que Voidfall est le meilleur jeu 4X? On en reparlera sur une prochaine vidéo. Voilà, mais en tout cas, solo coop, je le trouve très bien. Compétitif, je suis un peu plus sur la réserve avec toutes les parties que j'ai pu faire. Mais voilà, ce mode de jeu, cette IA, je trouve qu'elle fonctionne très bien. Avec cette histoire de ressources à payer, etc. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit j'aime si vous voulez, et puis évidemment à voir toutes les autres vidéos, et on fera évidemment une vidéo partie. Allez, je vous dis à bientôt.